Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos invités qui sont des analystes, des hommes de médias. Avec eux, donc, nous revenons pour refaire l'actualité pour vous. Avec eux, nous allons parler aujourd'hui d'un ensemble de sujets. Au plan national, nous parlerons donc de cette nouvelle configuration de l'opposition et de la majorité. On a vu de part et d'autre des mouvements. Nous allons donc revenir sur ces sujets, ces nouveaux ralliements et puis ce que cela peut donner dans notre paysage actuel. Et puis, second sujet, on parlera aussi de la réconciliation nationale avec la première sortie de presse de Zéphirin Diabré, un premier oral dont on parlera également des éléments qu'il a pu donner sur sa feuille de route. Et puis, troisième sujet, il s'agira des occupations des voies publiques à Ouagadougou, occupation interdite désormais par le maire Armand Bewandé, par son conseil municipal bien sûr. Nous allons donc revenir aussi en parler parce que ça fait aussi quand même des gorges chaudes, vous savez bien. Et puis, dernier sujet, c'est au plan international avec le Sénégal. On parlera donc de l'affaire Ousmane Sonko. On sait que le pays connaît des violences liées bien sûr à sa tentative ou à son arrestation. Nous allons donc parler de ces sujets-là avec mes invités sur ce plateau. À ma gauche, Inoussa Ouedraogo. Inoussa Ouedraogo est journaliste, il est directeur de publication de Bendré qui était un bimensuel d'investigation, mais aussi qui paraît maintenant en ligne. Merci Inoussa d'être sur ce plateau. Et puis à ma droite, Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum Alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à sa droite, Pazien est donc juriste, il est responsable du cabinet Contine. Merci Paz d'être sur ce plateau. Puis enfin, dernier invité, maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Avec eux donc, nous allons faire le tour de ces différents sujets au plan national et sous-régional. Merci à vous de nous prendre en marche. Cette émission est interactive. Dans la deuxième partie, vous pourrez bien sûr, avant votre intervention, déjà appeler et puis vous inscrire sur notre liste. Nous vous rappelons pour prendre votre intervention. On commence donc ce sujet-là avec cette nouvelle configuration, on va dire comme ça, de l'opposition et de la majorité. Alors, il a fallu même que la majorité, l'APMP, donc, fasse une sortie pour estimer qu'il y a un tri qui est fait, que tout le monde ne peut pas avoir la place à la majorité. Qu'est-ce qui explique un peu ce déferlement vers la majorité, Paz? Déjà, il faut préciser que il ne revient pas aux responsables de l'APMP de dire qu'il y a de la majorité, ou qu'on accepte dans la majorité ou non. Il y a une loi qui en parle, si je ne me trompe pas, c'est la loi 046 de 2013, en son article 4. Voilà, c'est une loi qui vient modifier une ancienne loi de 2007, je pense, qui dit donc en son article 4, les partis politiques doivent faire une déclaration publique, voilà, d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Et donc, une copie est transmise donc, à l'autorité chargée, au ministère chargé des libertés publiques. Donc, les partis déclarent librement. Ce n'est pas une demande d'adhésion, c'est une déclaration. Et à partir de ce moment, on vous prend en compte. Je pense que c'est la réponse, il y a un besoin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CENI est tripartite pour organiser les élections. Il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a donc la société civile. Donc, pour pouvoir être pris en compte dans la majorité ou dans l'opposition en tant que parti politique, il faut qu'on sache où est-ce que vous êtes. Et je pense que quelque part, dans l'esprit de cette loi, c'est pour pouvoir gérer tout cela. Qu'à cela ne tienne, donc, il ne revient pas au parti majoritaire de dire qui on accepte ou qui on n'accepte pas. Parce que c'est vrai, certains peuvent venir pour des intérêts. Parce qu'on se dit, quand on est dans la majorité, au Burkina Faso, on dit quoi? On va à la soupe. Et qui va à l'opposition ici, quelque part, les gens se disent que c'est pour aller soutenir peut-être un parti. Donc je comprends l'un dans l'autre, mais je pense que les états-majors des partis politiques ont eu le temps d'analyser, parce que je pense que c'est des décisions qui reviennent aux assemblées générales des partis qui décident librement. Mais maintenant, l'intérêt politique que nous on a au niveau du Burkina Faso, déjà le constat qu'on fait, c'est que la plupart des partis qui avaient fait front contre l'article 37 sont en train de se réunir au niveau de l'APMP, à l'exception peut-être aujourd'hui de Tahirou Barry, mais on se rappelle que Tahirou Barry n'avait pas de parti politique. Donc il y a un rassemblement de l'ensemble des partis qui étaient contre l'article 37 qui se retrouvent au niveau de la majorité, et les partis qui soutenaient l'article 37 en son temps sont en train de se retrouver dans l'opposition. C'est le constat que je fais. D'accord, mais est-ce que, quand on regarde le texte de loi, ici on a vu que par exemple, je pense à la conférence de presse de la PMP, il est dit qu'il y a eu 22 demandes d'adhésion.
11 partis ont été admis, 11 ont été donc recalés, renvoyés. Est-ce que ça respecte donc l'esprit de la loi? Ou bien la loi voudrait dire quoi? La PMP, c'est autre chose? Bien et sûr. L'opposition, c'est autre chose. Voilà. En lisant la loi, je pense que c'est l'article 4 de cette loi, tout le monde peut lire cet article-là. On fait une déclaration publique. On n'a pas dit une demande d'adhésion. Donc, à partir de maintenant, l'APMP, c'est une organisation. C'est une alliance des partis de la majorité présidentielle. Donc, ils peuvent décider peut-être d'accepter en leur sein des partis ou rejeter des partis. Mais, quand on parle de la majorité de l'opposition, au sens de la loi, du texte de loi, on dit qu'il faut faire une déclaration publique. Et je pense que l'autorité publique prend acte, l'autorité chargée des libertés. Younoussa Ouédraogo, est-ce qu'on peut comprendre un peu ça? Moi, je pense que Paz l'a effleuré. Chaque parti est libre d'aller à l'opposition ou à la majorité. Donc, en principe, ça ne doit pas poser de problème. Mais moi, où je suis un peu, je dirais, déçu, c'est plutôt les arguments qui sont utilisés pour aller soit à l'opposition ou à la majorité. Je prends 2 exemples précis pour étayer mon propos qui m'a sidéré. C'est le fait pour un parti comme celui du professeur Soma, oui, qui explique que désormais il rejoint l'opposition politique. Et dans son argumentaire, il dit entre autres que la loi dit clairement, comme l'a rappelé Paz, Yen, qu'il il est libre de rejoindre soit l'opposition ou la majorité, mais qu'en allant à l'opposition, il veut non seulement respecter l'esprit de la loi, mais il veut aussi contribuer à l'avancée de la démocratie, entre autres, comme argument. Alors que le même professeur Soma, tout juriste qu'il est, avait, il y a quelques mois, notamment au mois d'avril 2020, indiqué qu'aucune loi ne formalisait, ne faisait en sorte qu'un homme politique soit obligé d'aller se faire accepter à l'opposition. Et d'où la création justement de l'ONA qu'ils ont justifié par ce fait-là. Et donc sans autocritique, sans remise en cause de cette loi-là, et à ma connaissance, ça n'a pas été révisé, la loi sur les partis politiques, et on voit ce grand écart qui est fait sans expliquer, mais ça donne froid au dos. Le deuxième argument... Est-ce que ce dont il était question à l'opposition, et ça continue, c'est que là-bas, il y a comme une coordination, comment il se passe, la forme qu'il donne, mais au même titre que la PMP qui a la majorité, à l'opposition aussi, au niveau du chef de file, il y a un noyau, dans lequel noyau, pour y prendre part, il faut bien sûr déposer une demande. Autrement, oui, on est à l'opposition, mais on n'est pas dans ce cadre de concertation. Là où je mets le doigt, c'est le fait justement qu'il n'y ait pas eu d'autocritique entre les arguments qui ont prévalu à la création de l'ONA et les arguments qui militent en faveur de son départ vers l'opposition, le CFOP. C'est ça que je ne comprends pas. Et le deuxième élément, c'est justement avec le MPS, avec le professeur Loada, qui explique qu'ils vont à l'opposition et à la majorité au nom et pour donner chance, disons, à la réconciliation nationale. Comme si, quand on est à l'opposition, on ne peut pas contribuer à la réconciliation nationale. Alors qu'il nous souviendra que c'est la CODEL, notamment, les partis politiques de l'opposition de façon générale, qui avaient posé le débat sur la nécessité de la réconciliation nationale. Donc, il y a comme une sorte... Mais est-ce que Younoussa, quand le MPS dit ça, la réconciliation, c'est aujourd'hui une politique gouvernementale. L'opposition s'oppose. L'opposition n'est pas opposée à la réconciliation nationale. Est-ce que le MPS n'est pas dans la poursuite de dire nous nous alignons sur la politique du gouvernement et là, on ne peut pas être à l'opposition? Le principe, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est leur droit le plus absolu en tant que parti politique de rejoindre l'opposition ou la majorité. Je ne suis pas en train de juger leur positionnement politique. Non. Pour moi, c'est l'argumentation qui me pose problème. Quand on avance comme argument, aller à la majorité pour donner une chance à la réconciliation nationale, il y a de quoi m'interroger sur le fond réel. Quand on a entendu tout le discours qui a été énoncé par ce parti politique, notamment par son président d'honneur, et du jour au lendemain, et comme je l'ai dit, sans autocritique. C'est ça qui est blessant. Parce que nous qui sommes les citoyens, quand nous écoutons ça, on a l'impression que les hommes politiques sont en train de nous manipuler. Et encore plus grave, c'est que ça donne un goût à la population
qui est que, à la jeunesse surtout, de se désintéresser de tout ce qui est politique, parce que la politique, c'est le lieu de la loubradise, où il n'y a pas de morale, où ce ne sont que les intérêts qui priment. Et c'est ce qui fâche dans le comportement des hommes politiques ces derniers temps au Burkina. Merci Inoussa. Évariste Faustin, est-ce qu'il y a une logique à comprendre, ou du moins la logique aujourd'hui, c'est que, qu'on remarque, c'est qu'il y a un transvasement donc, de l'opposition sous M. Zéphirin Diabré vers la majorité pour peut-être le suivre, parce qu'on a vu les gens Hubert Bazier, tous les autres partis en réalité qui formaient le cadre de concertation du CIFOP, à part bien sûr l'ADF et le CDP, et tous sont repartis à la majorité. Est-ce qu'il y a vraiment un problème à ce niveau? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion. On peut être membre de la majorité sans être membre de l'APMP. Ça, je pense que ça ne souffre pas comment dirais-je, ça ne souffre pas vraiment d'explication. Maintenant, par rapport à ce que les repositionnements, nous sommes en politique. En politique, tout est possible. Moi, je ne suis pas partisan ou adepte de ceux qui pensent qu'il faut être figé, les règles sont figées. Tout bouge, tout est dynamique. Donc, si les partis, les membres d'ailleurs, ils reviennent d'abord aux membres de chaque parti de décider en fonction, bien sûr, de leurs intérêts, parce qu'il ne faut pas aussi se voiler la face. Moi, je ne fais pas partie aussi de ceux qui pensent que la politique, c'est le lieu de la morale. L'expérience que nous voyons ici-bas, ça montre autre chose. Il a utilisé un vocabulaire qui a failli me faire sourire, autocritique. Ça, c'est un vocabulaire qui est très riche dans certains milieux, dans certains... C'est révolutionnaire, ça. Voilà. Ça moi, par exemple, qui suis libéral, ça n'a pas de sens pour moi, ça. Donc, je ne sais pas si Soma... Mais ce qu'il dit, c'est que... En fait, les gens, ils émettent des idées, des opinions ou même des arguments et le lendemain, ils font le contraire sans toutefois prendre la peine d'expliquer pourquoi il y a eu changement. La réalité change. Les gens peut-être s'adaptent au contexte parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur pourquoi est-ce qu'on assiste à cette, comment dirais-je, le transvasement que vous appelez. Mais en fait, il faut se souvenir qu'au lendemain, en fait, de l'insurrection, il y a eu quand même il y a eu des hommes et des femmes qui ont porté l'insurrection. Bon, maintenant, après ça, il y a eu la transition, il y a eu des élections et ça a départagé les gens. Ce qui aurait été normal et même profitable pour notre pays, c'est que ceux-là qui ont voulu l'insurrection devaient se retrouver dans le même camp. Ça, c'était la logique. Or, il n'y a pas eu de logique. Les gens se sont séparés, ils se sont mis à se combattre. Notre pays a été fragilisé et nous voyons le résultat. Donc, je trouve que c'est le retour, en fait, normal de l'ordre des choses, en fait. D'accord. Maître, quelle est l'analyse que vous faites de tout ça? Non. On voit que le MPS est à la majorité. Il n'y a pas d'analyse à faire. Hein. C'est la loi des saisons. Vous savez qu'en saison sèche, on ne se comporte pas de la même façon que pendant la saison des pluies. D'accord. Vous avez vu que, par exemple, les peuls qui sont des éleveurs, là, en saison sèche, ils migrent vers le sud, parce qu'il y a l'herbe est encore plus verte là-bas. Et quand il commence à pleuvoir, ils retournent vers chez eux au Sahel, parce que là-bas aussi, il y a de l'eau, etc. C'est comme ça. Donc, quand il nous s'émeut, etc., moi, je pense que il le fait pour le cirque. Sinon, il sait très bien que c'est l'opportunisme. Mais il ne voulait pas prononcer le mot. Il sait que tous les partis sont opportunistes ici. Et donc, maintenant, à partir du moment où l'herbe est verte d'un côté, mais c'est normal qu'on quitte le lieu de la sécheresse pour rejoindre la verdure. Donc ça, il n'y a pas de débat à faire. Maintenant, par rapport à l'APMP, il faut dire que vous pouvez faire votre déclaration. Comme a dit Conseil, effectivement, vous n'êtes pas obligé, l'APMP n'est pas obligé de vous accepter. Mais vous pouvez vous constituer aussi en une autre association de la majorité. Voilà. Quitte, n'est-ce pas, à en subir les conséquences, à ne pas avoir les gâteaux auxquels vous vous attendiez, etc. C'est votre règle. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, par rapport à l'opposition, il faut dire que certains ont été contraints de rester à l'opposition. Vu, n'est-ce pas, les rapports qu'ils avaient eus avec les tenants actuels du MPP. Vous savez, par exemple, que dans la forêt, les animaux se connaissent. Ils savent, par exemple, qui mange qui et qui mange quoi. Les gazelles savent que là où il y a le lion, il faut faire attention. Voilà. Et puis, les lions aussi savent que là où il y a les hyènes, il faut faire attention parce que les hyènes attaquent par surprise. Donc, ils se connaissent. Donc, ils savent qui peut être avec qui. C'est pour ça que, sans doute, la PMP a refusé certains partis. Ce n'est pas, il y en a qui ont eu à dire qu'ils n'auraient pas suffisamment d'argent pour soudoyer tout le monde. Non! Vous savez, des partis qui peuvent se contenter de postes de préfet, hein? Ah ouais. Si on le leur donnait. Il y a tellement de postes à récompenser qu'on ne peut pas dire que le parti majoritaire a manqué de moyens.
Il y a des postes de gouverneur, d'ambassadeur, de haut-commissaire, de préfet, de secrétaire généraux des ministères, de directeurs de cabinet, de nominations dans les sociétés. Alors, donc, il faut dire que si la PMP a refusé ces partis-là, elle a ses motivations. Parce qu'ils se connaissent tous. Voilà. Ils savent quel est le degré de nocivité des uns et des autres. Donc, ils se connaissent. D'accord. Alors, le chef de file de l'opposition, donc l'opposition politique, désormais, c'est Edi Komboigo, donc président du CDP, qui a pris donc les rênes. Alors, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une crainte que notre démocratie, aujourd'hui, est vraiment un problème? Parce que quand on regarde de l'autre côté, il y a comme les ennemis d'hier, donc il y a une sorte de décantation en quelque sorte. Il y a le même groupe, par exemple, les mêmes groupes politiques de 2014 qui étaient opposés se retrouvent là encore à se faire face. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que le fait que tout le monde court vers la majorité et on laisse l'opposition, ça ne nous ramène pas dans une sorte d'affaiblissement de la démocratie, d'affaiblissement de l'opposition ou de gigantisme de la majorité? Pas du tout. Il n'y a pas plus de risque que sous le règne de Blaise Compaoré. Sous le règne de Blaise Compaoré, vous avez vu qu'il y a eu des moments où l'opposition n'avait même pas 20 députés. Hein. Et puis l'opposition était parfois plus radicale. Parce que vous aviez d'un côté, n'est-ce pas, le CDP qui était omnipuissant, etc. Et de l'autre, vous aviez le groupe radicaux des sankaristes et de ceux qui étaient plus ou moins de la même lignée. Et ils n'étaient pas si nombreux que ça. Mais on ne s'en inquiétait pas. L'essentiel est que les règles de la démocratie se jouent et puis c'est tout. Donc je ne vois pas où peut se trouver le problème. Moi, je voudrais certainement réagir sur ça parce que déjà, il faut dire que Maître fait une analyse clinique de la situation nationale, donc ce qui est déjà bien, mais il faudrait justement qu'on fasse une analyse, un jugement de valeur. Il faut qu'on donne un jugement de valeur à cette analyse clinique qu'il fait. Parce que fait-on de la moralisation de la vie politique? Parce que si on résume la politique à une guerre de positionnement, je pense que c'est dangereux pour notre démocratie. Parce que je me dis qu'on va en politique avant tout pour un idéal. On aurait aimé voir les gens se positionner en fonction donc, des idéologies, en fonction donc, des convictions. Mais ce qui nous laisse voir ces différents engagements, et comme l'a décrit Inoussa, en fait, ce sont des intérêts. Ce n'est pas mauvais a priori, parce que les intérêts du parti doivent pouvoir refléter les intérêts généraux. La position du MPS, vous savez que Zida est en train de négocier un retour au Burkina Faso. Qui peut lui favoriser donc ce retour au niveau du Burkina Faso si c'est le parti majoritaire? Donc on pourrait comprendre cela. Mais c'est déplorable parce que ça se résume quelque part peut-être à des intérêts égoïstes. Et là, c'est triste. Par rapport au professeur Abdoulaye Soma, on se rappelle effectivement que Soma avait refusé de rejoindre le CEFOP et il a créé donc l'ONA, l'opposition non alignée. Il faisait une interprétation de la loi qui faisait effectivement qu'il n'est pas obligé d'aller au CEFOP. Comme aujourd'hui, on peut faire une interprétation de la loi pour dire qu'on n'est pas obligé d'aller à la PMP quand on est dans la majorité. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que Soma ne voulait pas rejoindre l'UPC qui était en tête et il a préféré donc repartir avec le CDP? Parce que quand on regarde les partis qui avaient fait front autour du CDP pour défendre la modification de l'article 37, ces partis-là sont en train de revenir vers le CDP. Et les partis donc, qui étaient contre l'article 37, parce qu'en ce moment, c'était des partis qui étaient dans l'opposition en son temps, c'était Zéphirine Diabré qui était toujours en tête. Les gens sont restés dans l'opposition. Peut-être ils se disaient qu'en 2020, on allait pouvoir avoir le parti. Le MPP est venu en griffe écraser les uns et les autres. Donc, les gens s'alignent encore derrière le leader de celui-là qui avait combattu l'article 37. Donc, voici un peu ce qui est... Oui, mais justement, quand on reste dans cette configuration, est-ce qu'on ne revient pas à la situation ante à l'insurrection? Bien sûr, on se retrouve, deux camps dans les deux camps qui sont face à face, mais nous espérons que cette fois-ci, il y aura justement une pacification parce que les gens sont beaucoup plus conscients des enjeux qu'il y a eu. Parce que l'histoire tend à se répéter quand on ne tire pas la leçon du passé. D'accord. Évariste Konsebo? C'est vrai qu'on a l'impression qu'on se retrouve dans l'ancienne configuration, parce que sauf que vous avez par exemple un monsieur comme Ablassé Ouedraogo qui se retrouve cette fois-ci avec le CDP. Et vous avez d'autres éléments, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte de 2014
n'est pas le même que le contexte de 2021. Donc, c'est très, très difficile. Même si on peut, par exemple, penser qu'il n'y aura pas peut-être le clash, parce que le contexte a changé, mais il reste que la balance va tellement peser du côté de la majorité aujourd'hui. Mais vous savez, on est même obligé de faire... Dans notre pays, ça a toujours été comme ça. Oui, mais que devient donc le jeu démocratique normal? Parce que est-ce que la majorité va écraser totalement l'opposition? Vous savez, en fait, je vous renvoie depuis la création de notre pays. J'ai toujours expliqué qu'il fut même un temps où il était le temps de parti unique. Et ensuite, il y a toujours eu un parti qui a dominé les autres. Et c'est vraiment cette façon de faire la démocratie-là. C'est après 1991 qu'on a revu maintenant une recomposition. Et nous sommes en train de revenir à la recomposition originelle. Il y a toujours eu un parti qui a dominé les autres. Mais est-ce qu'on est sûr que... Maintenant, quand on me parle de... je ne sais pas, pour le cas du MPS, moi, rien ne m'étonne, parce que je fais un distinguo entre la direction du MPS et son président d'honneur. Est-ce que vous vous souvenez que le professeur Loada, qui est le président du parti, au lendemain des résultats, il s'est empressé d'aller féliciter M. Rochma Christian Kaboré, malgré, bien sûr, l'autre son de cloche de son... Moi, je distingue. Non, mais cette fois-ci, on a vu que le MPS a lancé un appel à son président d'honneur qui a aussi reçu l'appel et qui l'a aussi capté au bon et qui a subitement aussi réagi pour dire qu'il s'engageait comme son parti l'a fait. Inoussa, est-ce qu'il n'y a pas une crainte ici qu'on retombe dans la démocratie des années 1990 où c'est vraiment la majorité qui écrase tout, qui fait... Est-ce que ça aussi, ce n'est pas véritablement un problème? On ne revient pas au vieux démon? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même dire par rapport à ce que Conseil-Beau a indiqué, pour le fait que l'autocritique est un mot qu'on ne connaît pas dans le monde libéral. Je suis très surpris, parce que pour moi, l'autocritique n'a rien à voir avec forcément l'orientation politique. C'est un principe simplement de savoir se remettre en cause et d'avancer. Mais si au niveau des libéraux, il n'y a pas ça et que la morale n'est pas une valeur absolue, je prends acte. Moi, je prends acte et puis on avance. Mais en tout cas, ça me permet, parce que là, j'étais surpris par certaines choses et à la lumière de son argumentation de ce matin, je commence à comprendre beaucoup d'éléments. Ceci dit, je pense que, effectivement, de prime abord, on peut penser que le fait que tout le monde court la ruée vers la majorité présidentielle peut être un danger pour la démocratie, surtout quand on prend l'exemple sur le Mali, quand on est dans une sorte de démocratie consensuelle où tout le monde est d'accord qu'on aille ensemble, je ne dirais pas vers la soupe, mais qu'on aille ensemble vers la pensée unique, ça peut être dangereux. Mais, comme les uns et les autres l'ont rappelé, le peuple burkinabé des années 2000 n'est pas forcément celui des années 2021. Le contexte a fondamentalement changé et les gens sont alertes. Aujourd'hui, les populations, le citoyen burkinabé n'a pas forcément besoin d'attendre les mots d'ordre politiques pour revendiquer ses droits, pour dire non quand c'est non. De ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de risque. Si cette classe politique dans son ensemble, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité, travaille à un moment donné à aller à l'encontre de façon claire et nette contre les intérêts des populations, les populations vont s'organiser. Du reste, la société civile aussi est là et les médias aussi sont là pour travailler à faire en sorte que nous puissions, en tout cas, d'accord. Un mot maintenant pour le nouveau chef de file qui vient de prendre ses fonctions, Eddy Komboigo, chef de file de l'opposition politique. Oui, mais permettez-moi d'abord de dire quelque chose. Oui, parce que Pazinienne est revenu, n'est-ce pas, sur le fait que la politique, c'est l'éthique, etc. On en a discuté plusieurs fois ici. Et j'ai même dit que c'est... Bon, on ne reviendra pas dessus parce que c'est vraiment dialectique. Oui, tout le monde sait qu'ici, les gens cherchent d'abord à manger. Donc, la politique, on s'en fout. On fait la politique au contraire même pour manger ici. C'est ça. Bénéficier des financements de l'État, éventuellement avoir des postes de nomination, etc. C'est ça, principalement, l'activité politique ici. Bon. Maintenant, comment je vais dire là? Oui. Eddy Komboigo, quelles sont ses chances de pouvoir, son envergure, ses capacités? Mais vous savez... Il a déjà donné le temps en parlant du report des élections, il a demandé de suspendre la procédure du report que on va dire que le gouvernement a... D'abord, il faut dire qu'Eddy Komboigo est un homme d'affaires assez riche. Et qu'avec l'argent, on peut réussir en politique. Surtout dans nos pays-là. Et ça s'apprend. Et vous avez dû remarquer que d'ailleurs même, il a beaucoup appris.
depuis l'époque où il a pris la présidence du CDP, jusqu'à la suite des élections de novembre dernier, qui dit, de mon point de vue, Edi Komboko a beaucoup appris. Il a acquis une stature maintenant d'homme politique. Donc je pense que sur ce plan, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand à dire qu'il y a un risque, n'est-ce pas, qu'on se le trouve, n'est-ce pas? Non, vous ne m'avez pas donné la parole. D'accord, on va de là. On va prendre. Yann voulait justement sur cet aspect, je veux que Yann dise un mot. Ok, disons déjà que c'est déjà intéressant. C'est intéressant que le CDP soit aux affaires parce que, en tant qu'ancien parti au pouvoir, qui revient donc en tant que chef de file de l'opposition, je pense que le CDP prendra la mesure. Comment est-ce que ce que ça fait quand on n'est pas au pouvoir? Et je pense que ceux qui sont au CDP, parce que je pense qu'il y a assez d'intellectuels, il y a assez d'hommes politiques, d'hommes d'État au sein du CDP, qui pourront donc se réorganiser. Et si, d'aventure, le CDP devrait revenir aux affaires, que ce soit dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans au pouvoir, je pense que les choses iront mieux. Donc déjà, ce n'est pas si mauvais que cela. Tout cela participe de la démocratie. Et je pense que c'est tout cela aussi la démocratie. Et Évariste Conservon, sur cette question, Edi Komboyo, on va dire le nouveau CEFOP. D'abord, ce que je vois à travers la personne de M. Komboyo, c'est une nouvelle génération en fait, par rapport à l'ancienne, celle qui est aux affaires. Et c'est vrai, il a des qualités, il a des atouts. Et je pense qu'il risque de surprendre beaucoup plus d'une personne. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est pas un poids léger un peu dans l'arène politique, mais il est en train de se bonifier. On sent que sa stature d'homme d'État se confirme. Et je pense qu'il a un avenir à jouer, un avenir politique à jouer dans notre pays. Mais en attendant, au niveau de CEFOP... Non, il conduira à bon port le CEFOP. Il conduira très bien. Il a d'ailleurs... c'est pas quelqu'un... le CEFOP, en fait, c'est une équipe. Hein, et vous avez des personnalités comme, par exemple... il y a même Maître Farama, il y a d'autres. En fait, bon, on voit que c'est une équipe. Et donc, je pense que sous la direction de M. Komboyo, on peut s'attendre à avoir une opposition qui va s'opposer et une majorité qui va gouverner. Monsieur Loukman, il faut dire une chose. Hein. C'est pas compliqué d'être dans l'opposition, hein, et d'être un bon leader de l'opposition, surtout dans nos pays. Hein. Il suffit de s'opposer à tout et dire n'importe quoi. Mais on a besoin aussi d'être cohérent quand même, oui, mais d'avoir des arguments. Ça, c'est quand vous faites entrer la morale en politique. Moi, je vous ai dit que dans nos pays, là, il faut mettre la morale de côté. Les gens font la politique pour manger. Donc, être leader du CEFOP dans nos pays, là, ça ne demande pas beaucoup de qualité. Il suffit de savoir contester, protester, etc. Et puis, vous êtes un bon leader. C'est tout. Bon, maintenant, quand à dire qu'il y a le risque qu'on se retrouve dans la configuration d'avant, hein, au moment de la contestation de l'article 37, moi, je souhaiterais même que ce soit comme ça. Quand vous prenez les élections, par exemple, dans les pays bipartites, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, c'est les mêmes partis qui s'opposent tout le temps. En Grande-Bretagne, c'est soit le parti travailliste, soit le parti conservateur. Mais là-bas, il y a une culture démocratique qui fait qu'à tout moment, il y a de l'alternance qui se produit. Est-ce qu'ici, quand on est fort... Ça peut venir aussi. Le CDP était très fort. Maintenant, il est dans l'opposition. Le CDP était fort. Ils ont fait 27 ans au pouvoir. Aujourd'hui, et comme Younoussa l'a dit, hein, les électeurs ne sont pas les mêmes, mais ça bouge beaucoup. Hein. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Macky Sall a été réélu avec une forte majorité. Ici, Blaise Compaoré avait été réélu avec une majorité de plus de 80%. On l'a chassé. Donc, c'est-à-dire que les gens maintenant, hein, comme j'ai eu à le souligner, les élections sont comme un folklore. Maintenant, si tu ne fais pas l'affaire des gens, les gens n'attendent plus l'échéance électorale pour te chasser s'ils le veulent. Donc c'est ça maintenant la nouvelle culture africaine qui est en train de se faire et qu'il faut encourager. Non, on attendra de voir Komboyo à l'œuvre. Okay. Je ne jugerai pas, on attendra de voir. Merci. On souhaite vraiment qu'il soit à la hauteur et qu'il sorte effectivement du carcan du CDP pour comprendre que le CEFOP, c'est vraiment l'ensemble des partis de l'opposition, mais surtout de l'opposition silencieuse qui est dans la masse, qui n'a pas souvent voix au chapitre. D'accord, merci à vous. On continue pour parler de réconciliation nationale avec la sortie donc on va dire du champion de cette réconciliation nationale. Au niveau du gouvernement, c'est le ministre d'État, M. Zéphirin Diabré, donc, qui a fait sa première sortie dans le cadre d'une conférence de presse organisée par le service d'information du gouvernement. Et donc il a essayé face aux hommes des médias, en tout cas pour son premier oral, il a essayé de camper le cadre de sa mission, mais aussi, parlant de réconciliation, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? On est toujours dans le triptyque, selon lui, justice, vérité, justice, réconciliation, mais Zéphirin Diabré va plus loin pour dire que c'est un triptyque qui est modulable.
en fonction des sujets, en fonction des dossiers. On peut aller à la justice comme on peut aller autrement à la réconciliation ou à d'autres voies judiciaires avant le pénal, etc. Non, il dit aussi que ce n'est pas un processus linéaire. Je sais aussi qu'il dit aussi que, parce que à quoi ça sert donc toute cette démarche qui consiste à discuter avec les gens, à rencontrer les acteurs clés de la vie nationale, c'est pour s'imprégner. Il dit aussi qu'on pourrait aussi en tenir compte de certaines réalités du Burkina aussi pour pouvoir définir une politique et une stratégie qui prennent en compte, bien sûr, la préoccupation de tous les Burkinabés. L'idéal, ce serait ça, je pense. Donc, je pense que c'est encore ouvert. On avance, parce que déjà, on a serié les cas. Il a réussi à catégoriser quand même les problèmes qui sont politiques, terrorisme communautaire et même administratif. Ça, c'est clair. Maintenant, on peut maintenant avancer pour voir quels sont les mécanismes qui seront donc indiqués pour chaque type de problème identifié. Donc, il est toujours en chantier. Alors, quand on écoute un peu les chiffres donnés par M. Diabré, on parle de 5000 dossiers au niveau du Ashkroun. Vous avez 4000 qui concernent la violence politique, donc les bris des carrières et tout ça. Et il y a aussi le cas de 145 crimes de sang. Bon, il y a des statistiques dans lesquelles on a vraiment un volume moindre comme ça qui est dans le circuit judiciaire, pendant qu'un gros lot n'est pas judiciarisé. Je sais que par rapport à ces statistiques, moi je me suis référé donc au rapport du collège des sages qui date déjà, et il y avait déjà des statistiques. Les gens avaient déjà les statistiques. Hein. Bon, peut-être qu'avec les récents événements, notamment l'insurrection et le putsch qui manquait, donc c'est venu gonfler encore le lot. Mais chaque catégorie, il y a des trucs, il y a des crimes, il y a des trucs. Bon, maintenant, c'est les mécanismes. D'accord. Alors, maître, on voit après le travail du collège des sages, du Ashkroun, et aujourd'hui avec le ministre Zéphirin Diabré, il ressort qu'on a un volume comme ça de crimes de sang, de dossiers de crimes de sang, dont certains ne sont pas judiciarisés, mais les familles attendent donc leur cause soit entendue, on va dire. Non, ça, ce n'est pas une question de réconciliation. C'est une question de justice. Je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle de réconciliation, là, en fait, c'est quoi? Comme j'ai toujours le dire, c'est une petite classe politico-bourgeoise de Ouagadougou qui est concernée. Sinon, la vraie réconciliation, là, c'est pourvoir, n'est-ce pas, aux besoins de la grande majorité des Burkinabés qui souffrent pour avoir à manger, pour se soigner, etc. C'est dans la redistribution des richesses. C'est ça qui va amener la vraie réconciliation au Burkina Faso, la redistribution des richesses. Vous avez une minorité qui a tout et une majorité qui n'a rien. Et c'est ça qui crée toutes les frustrations. Même ce qui se passe actuellement au Sénégal, là, c'est dans la redistribution des richesses. Maître, ici, on Donc, parle de... Vous parlez, ce dont on parle là, le ministre ça concerne... fait un état des lieux où il ressort, par exemple, un ensemble de problèmes qui sont donnés et pour lesquels le processus de réconciliation va permettre de leur trouver des solutions. Oui, moi je dis que là, il ressort, par exemple, que... Il y a des situations qui ne sont pas judiciarisables, il y a des situations qui ne sont pas judiciarisées, il y a des situations qui sont donc en justice. Oui. Vous avez des cas comme ça, comment on procède? Oui. Ça, en fait, le Ashkroun était là pour ça. Qu'est-ce que le Ashkroun a fait? Voilà. Donc, sinon, par exemple, même ce dont vous parlez là, ça peut se régler facilement. Ça concerne combien sur les plus de 20 millions de Burkinabés. Voilà. Donc, c'est des problèmes qu'on peut régler. En fait, c'est des problèmes de justice, mais pas de réconciliation. Même quand on dit que ce n'est pas judicialisable, là, la justice n'est pas nécessairement dans les cours et les tribunaux. Il y a plusieurs formes de justice, mais ça relève de la justice. Tout ce dont on parle, là, même ce qui relève de l'insurrection de 2014, c'est un problème de justice. C'est pas un problème. Justement, le ministre Diabré estime que les cas où la justice pénale va être saisie ou va être saisie, et il y a des cas où il faut passer par des mécanismes traditionnels pour pouvoir les régler. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs catégories de justice. Sinon, le vrai problème de réconciliation, là, à la limite, c'est le problème qui est lié au terrorisme avec les déplacés, là. Mais même ça, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est la redistribution des richesses au Burkina Faso, c'est-à-dire la remise en cause des classes sociales, pour qu'il y ait une meilleure justice, pour que les gens se sentent impliqués, pour que tout le monde se sente concerné par l'État. Vous avez des gens, quand vous parlez de l'État, ils s'en foutent. Ils se disent que l'État n'a pas de sens pour eux. C'est-à-dire la vraie réconciliation au Burkina Faso. Oui, mais ça, c'est une réconciliation ou ce n'est pas une réconciliation? Ça, c'est la réconciliation. C'est ce dont je parle. Okay, sinon, ce dont vous parlez la question est prise en compte par la politique du gouvernement. Tout ce dont parle jusqu'à présent, là, c'est des problèmes qui relèvent de la justice, plutôt que de la réconciliation.
entre les fils et filles du Burkina Faso dans leur ensemble. Tout ce dont vous essayez de parler jusqu'à maintenant, là, ça concerne un petit cercle à Ouagadougou et quelques éléments, n'est-ce pas, urbanisés. Ça n'a pas d'impact sur l'ensemble de la population. Or, on parle de réconciliation nationale. On a nommé un ministre d'État pour ça. Donc, il devrait avoir ça en vue. L'équité au niveau des salaires, des traitements, etc., la justice sociale, c'est ça la réconciliation nationale. D'accord, merci. Inoussa ? Je pense que l'oral qui a été fait par M. Diabré, les questions auxquelles, et vraiment le cap qu'il a fixé, il a dévoilé en quelque sorte ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Comparativement au discours que les hommes politiques tenaient il y a quelques années sur la nécessité de la réconciliation nationale, je pense que dans son discours, l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, aujourd'hui ministre, a évolué. Parce qu'il pose plusieurs problèmes, dont justement, il ne se cantonne pas à la réconciliation qui consisterait à faire venir les exilés politiques et à faire une sorte d'arrangement politique entre ceux qui ont perdu le pouvoir hier et ceux qui le détiennent aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a une évolution qualitative dans le discours. Mais dans le fond, l'objectif ultime de la réconciliation, c'est quoi? C'est que nous puissions vivre en paix. Or, vivre en paix, ce n'est pas l'absence de guerre qui fait la paix. Parce que même le prisonnier, au fond de sa prison, vit en paix. Celui qui est couché au cimetière vit en paix. Donc, pour moi, il nous faut travailler à désamorcer les cœurs. Or, pour désamorcer les cœurs, il me semble que ce n'est pas forcément là où on veut aller. Et je suis d'accord avec l'analyse de Maître Apollinaire du Tambela, parce que ce qu'il nous faut, c'est vraiment de réconcilier les Burkinabés par rapport à l'ensemble des richesses de ce pays-là. Quand 10% de la population détient 90% des richesses et que 90% des pauvres sont obligés de vivre en regardant les lumières, les bagnoles et les grosses villas de Ouagadougou, c'est là que les crises commencent. Et là où il faut résoudre les problèmes, c'est les problèmes de nos ruraux. Allez-y à 15-20 km de Ouagadougou, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable à boire. C'est vrai qu'il y a de l'évolution, mais dans la grande masse, la population burkinabé est misérable. Et c'est cette misère-là qui fait qu'il ne peut pas avoir de paix pour les plus riches. Et c'est là que nous devons commencer. L'autre élément, il faut réconcilier l'administration avec les administrés. Jusqu'à présent, nous avons des travailleurs, des fonctionnaires, des hauts cadres qui se comportent comme des colons, qui traitent nos populations comme des colonisés. Et c'est cette rupture-là qu'il faut faire. Et maintenant, les aspects d'arrangement politique entre hommes politiques, là, ça vient vraiment en dernière position. Pour moi, ce qu'il faut, c'est beaucoup plus la cohésion sociale. Travailler à ce que les communautés s'acceptent. Travailler à réduire les injustices sociales et à faire en sorte que l'impunité n'ait plus droit de cité dans nos cités. Donc, pour moi, la cohésion sociale fera en sorte que les questions d'ethnie, qu'on a peur d'aborder, la question foncière qui est posée et qu'on doit nécessairement résoudre, et la question de la religion qui nous menace et que nous ne voulons pas regarder en face, sont des éléments de fond que nous devons regarder en face et traiter pour atteindre la cohésion sociale et qui va nous amener donc vers le vivre ensemble global. Merci. D'accord. Évariste réagit et puis oui, je suis un peu abasourdi, mais j'ai l'impression qu'on fait un mélange des genres. Redistribution des richesses. Ça c'est adossé à un programme politique. Et c'est les politiques qui sont élus pour conduire le développement. Maintenant, je ne vois pas l'intrusion donc de cette question, bien sûr, qui est importante dans le volet actuel de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Mais il est proposé un pacte d'un Burkina qui serait mieux que celui qui est aujourd'hui. Mais les Burkinabés élisent des gens qui les dirigent sur la base d'un programme de développement. Est-ce que ce pacte-là ne va pas tenir compte d'un certain nombre de règles? On en peut en rediscuter. Maintenant, ce que je vois comme étant, on ne peut pas venir me dire que ce n'est pas un problème d'intérêt national quand on sait par exemple le problème du terrorisme où on sait qu'il y a des Burkinabés, une partie de Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays. On fait comment? Ça, c'est un problème aussi, qui n'est certainement pas lié à la redistribution des revenus. Bon, c'est lié peut-être indirectement, mais actuellement, il y a des gens qui ont pris des armes et qui combattent contre d'autres Burkinabés. On fait comment? On a des conflits aussi
moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger. C'est un mélange de genres et je suis un peu perdu. Alors, pour dire simplement que la réconciliation, est très vaste. Il y a une étendue importante. C'est une nécessité au stade actuel du Burkina Faso. J'écoute Maître et j'écoute également Inoussa qui ont semblé minimiser en disant que c'était un truc entre bourgeois, mais qui, dans leur développement, nous expliquent la nécessité de cette réconciliation. Déjà, et je pense que c'est la mauvaise communication qui est autour de cette chose-là qui laisse croire. Déjà, Zéphirin Diabré fait bien de faire sa sortie pour d'abord expliquer qu'il ne s'écarte pas du triptyque vérité, justice, réconciliation. Il ne s'en écarte pas, même s'il essaie d'aller plus loin. Il y a besoin de réconciliation. Mais cette question de réconciliation ne doit pas se résumer à une histoire de faire revenir Blaise Compaoré au Burkina Faso, faire revenir François. Non, ce n'est pas si c'est en cela que nous ne parlons pas de réconciliation. Mais nous allons au-delà. Je vais me camper d'abord sur cette question terroriste. Pour moi, je pense qu'il y a nécessité, et c'est très grave. Il y a des gens aujourd'hui au Burkina Faso qui sont stigmatisés, notamment les Peuls. Il y a des gens, il y a des villages qui ont été ravagés. Même si on condamnait des gens, vous pensez que ces gens qui sont là n'auront pas envie de se venger un jour, même si on attrape des gens enfermés? Donc il y a nécessité d'aller à la réconciliation. Parce que dans les développements, ils le disent, la cause de cela, il y a une mauvaise redistribution donc des richesses. La stigmatisation concerne beaucoup, hein. Ça dépend de là où on se situe. Parce qu'il y a des endroits, quand tu trouves là-bas, donc le problème c'est la stigmatisation de façon... Non, j'ai pris un exemple parce que c'est ce qui est le plus vu aujourd'hui. J'ai pris juste un exemple, c'est pour dire à cette question. Ils ont parlé par exemple de quelque chose d'important, la question des travailleurs. Voici des travailleurs dont on a coupé indûment les salaires. C'est des gens qui ont eu des problèmes. Par la suite, même si on rétablit ces salaires-là, vous pensez que c'est suffisant? Parce que ces gens ont connu des problèmes. Voici que Barcelone a démissionné parce qu'il ne supportait pas le traitement qui lui était réservé en tant que fonctionnaire consciencieux dans le pays. Donc il y a nécessité qu'à un moment donné, l'État dise à ces fonctionnaires-là, nous rétablissons vos salaires, mais nous reconnaissons que nous avons fauté. S'il vous plaît, allons pour un nouveau départ. Et cette question de réconciliation, ce n'est pas juste pour permettre à des bourgeois simplement de revenir sur la table. Si ça se résume à cela, nous autres, on ne s'engage pas. C'est pour qu'on ait un nouveau départ, qu'on se réorganise de façon structurelle pour que ces choses n'arrivent plus. D'accord. Maître, vous voulez dire quelque chose? C'est pour vous dire, n'est-ce pas? La réconciliation, ce n'est pas une affaire de bourgeois de Ouagadougou. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. C'est un contexte. Ce qui concerne les bourgeois de Ouagadougou, là, ça relève de la justice. C'est un problème de justice. Et je vais vous dire une chose. Mais même la question de justice, est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport... Bon, vous avez bien fait de dire que ce n'est pas seulement la justice pénale, mais que toutes les autres formes aussi sont comprises. Voilà. Okay. Et puis je vais vous dire une chose. Si ça ne concernait que le problème de justice dont je parle là, Roch Kaboré aurait pu nommer un secrétaire d'État. C'était suffisant. Tout au plus un ministre. Il a nommé un ministre d'État. Même pas auprès du Premier ministre, mais auprès du président du Faso. C'est-à-dire pratiquement un président bis, un Premier ministre bis. C'est pour vous dire que son ministère est transversal. Il revient maintenant à Zéphirin de savoir donner l'impact nécessaire à son ministère. Éventuellement, en proposant des modifications et des requalifications au président du Faso. Parce que le président du Faso, il est élu par la nation, mais il ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il délègue. Il lui a dit, je te nomme ministre d'État de la réconciliation. À toi maintenant de montrer ce dont tu es capable. Il aurait pu nommer un secrétaire d'État, un ministre délégué, ou bien un ministre. Alors, est-ce que cela aussi... Maintenant, s'il a nommé ministre d'État, un ministère transversal, ça veut dire qu'il doit s'occuper réellement de ce qui peut constituer la réconciliation au Burkina Faso, y compris les différences salariales, la lutte entre les communautés, la cohésion sociale. C'est à lui de donner la dimension qu'il faut à son ministère et de montrer de quoi il est capable. Et maintenant, s'il ne retrouve pas ça... Je crois qu'il a suffisamment il a expliqué. Il y a les questions de violence politique, les questions de crimes de sang, les questions communautaristes et les questions aussi donc liées au terrorisme. Et puis il faut dire qu'on n'est pas lié par la lettre de mission. La lettre de mission est modulable. Elle est modulable. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à lui de montrer ce dont il est capable. D'accord. Et c'est à lui, n'est-ce pas, de dire au président du Faso, voilà, tu m'as donné telle lettre de mission, mais face à ma mission, voilà. Et je vous dis que son ministère est transversal. Il peut avoir son mot à dire à tous les ministres du gouvernement, parce qu'il est ministre d'État auprès du président du Faso. Donc c'est à lui d'interpeller tous les ministres, n'est-ce pas, qui peuvent actionner sur la réconciliation nationale et leur dire, dans ton domaine, voilà ce que tu peux faire pour la réconciliation nationale. Il peut même avoir, n'est-ce pas, des chefs de département chargés de services d'interface entre chaque ministre, qui peut avoir quelque chose à faire avec la réconciliation nationale. Donc c'est à lui de donner la dimension qu'il faut à son ministère. Et s'il n'obtient pas les moyens, quitte à démissionner et puis dire, voilà,
J'ai voulu faire ça, je n'ai pas pu, je m'en vais. D'accord. Voilà. Merci. Oui, Moussa, je voulais quand même indiquer qu'on n'a pas dit que les Burkinabés ne doivent pas se parler. C'est sur les ingrédients de comment on va là, c'est de ça que nous on discute. Et j'ai dit que Zéphirin a bien évolué dans son discours par rapport aux premières approches de la réconciliation. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on situe clairement les choses et je voulais préciser donc ma pensée sur ce plan, mais en indiquant que les vrais problèmes que nous avons là sont encore plus graves que ceux que les hommes politiques ont tendance à faire comme proposition de réconciliation. Et ça rejoint la question de l'impunité et les questions de justice quand Paz parle par exemple de la question du terrorisme et des communautés, j'en ai parlé. Mais quand on prend Yirgou, c'est une question de justice que ça pose. Sûr. Et donc, tant qu'on s'amusera avec les questions de justice, on sera dans un perpétuel recommencement. Merci. La preuve, c'est que 2001, on était dans des questions de ce même débat de réconciliation nationale. Et 20 ans après, nous revoilà à la case départ. D'accord. Merci à vous. On va terminer avec le plan national, bien sûr, avec cet arrêté de la mairie de Ouagadougou, qui a peut-être surpris un peu certains milieux, qui interdit donc les occupations à caractère social et culturel sur les voies publiques dans la commune de Ouagadougou. Et il faut entendre par là les occupations à caractère social et culturel s'entendent par les réunions publiques, les rassemblements ou cérémonies à caractère festif, culturel ou commercial. Maître. Ah non, moi je pense que c'est une bonne chose, mais qui vient un peu tard. Il aurait fallu prendre cette mesure-là depuis longtemps. Parce que la voie publique appartient au public, les voies privées au privé. Donc quand vous occupez la voie publique, ça va être une exception. Alors que ça avait tendance à devenir la règle ici. Mais c'était autorisé, c'est la mairie qui donnait cette Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'était une mesure qui est une bonne mesure, mais qui intervient tardivement. C'est justement parce que la mairie, le laxisme de la mairie le permettait. Est-ce que vous avez vu? Et moi, je pense qu'on aurait dû étendre ça même aux manifestations religieuses. Voilà. Parce que, comment je vais dire, ceux qui occupent la voie publique, là, ont tendance maintenant à se comporter comme si c'était la règle. Et vous prenez une voie, vous circulez, brusquement, vous trouvez que c'est barré, et vous voyez les gens en face qui vous menacent, alors que c'est eux qui devraient s'excuser auprès de ceux envers lesquels ils ont gêné les habitudes. Est-ce que quand la mairie, parce qu'il y a des autorisations qui sont faites, quand la mairie n'informe pas les usagers, le public, que telle voie est fermée de telle heure à telle heure, oui, ça c'est le problème de ceux qui... Non, mais c'est justement, quand je parle, ça veut dire ceux qui sont responsables n'ont qu'à se sentir interpellés. Donc c'est à la mairie de prendre les dispositions nécessaires, mais comme la mairie ne le faisait pas, c'est pour ça que je le dis. Et donc non seulement les voies, les manifestations à caractère culturel, commercial, mais aussi religieux. Parce que moi je ne peux pas comprendre que les gens qui savent prier Dieu, du coup, aient une animosité féroce vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas compris qu'ils avaient occupé les lieux et qui voulait tout simplement passer. Quand on parle prier Dieu, on a de bonnes dispositions de paix d'esprit et de cœur. On n'est pas animé par une certaine haine vis-à-vis des gens. Moi, j'ai été surpris un jour comme ça, où on m'a menacé, etc. Parce que je prenais une voie, je ne savais même pas que la voie avait été occupée pour des raisons de trucs et cela. Et puis, je me sens menacé pour avoir fait usage de mon droit de circuler librement sur la voie publique. Est-ce que ceux aussi qui l'occupent, qui l'ont demandé aussi, n'ont pas leur droit aussi? Même si vous avez demandé, vous savez bien que c'est une voie publique. Donc, c'est une exception. Donc, c'est à vous de vous comporter avec courtoisie vis-à-vis de ceux qui n'auraient pas compris cela à temps. D'accord. Voilà. Paz, nous sommes dans un contexte où on parle de cohésion sociale, on parle de vivre ensemble, on parle aussi de nos réalités africaines, est-ce que de nos communautés. Est-ce qu'aujourd'hui, dire aux gens de ne pas mettre les tentes pour faire des baptêmes ou des cérémonies de mariage, pendant que nos quartiers sont construits de sorte qu'il n'y a pas d'espace pratiquement, qui soient des espaces où on peut faire ce genre de choses. Comment on résout le problème? Cet arrêté me fait rire. C'est une fuite en avant. Et je me suis demandé si le maire avait des conseillers juridiques qui lui donnaient des conseils. C'est un arrêté inutile. Et je vous le dis, c'est inutile. On va interdire si c'était autorisé. Ça n'a jamais été autorisé. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes dans le cadre du domaine public de l'État. Et il y a c'est affecté à quelque chose. Donc, ces voies-là, si vous voulez, ce sont des parcelles qui sont dans le domaine public de l'État, affectées à la circulation routière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose si ce n'est pas de la circulation routière. Et lorsque quelqu'un veut faire autre chose, la personne adresse une demande à la mairie. Et la mairie accepte ou elle refuse. Si la mairie autorise là, elle donne en même temps les moyens pour permettre en tout cas que la circulation continue en passant ailleurs. Soit la mairie refuse.
On dit non, on ne peut pas vous donner cette autorisation. Maintenant, si quelqu'un occupe une voie sans autorisation, c'est une occupation illégale du domaine public. Ça veut dire que la force publique doit venir pouvoir déloger les gens. Donc aujourd'hui, l'arrêté est inutile. C'est comme c'est déjà dit, ça existe déjà dans la loi. Ça existe déjà. Je me suis demandé, il y aura par exemple les récréatrales. Ça se fait c'est des rues, si je pense à Gungain. Ça veut dire que c'est une manifestation culturelle. On va interdire les récréatrales ou quoi? Puis ça se fait dans la rue. C'est arrêté-là, par exemple. Il y a une exception dans la loi qui dit que le maire, sauf avec une autorisation exceptionnelle du maire. Mais justement, on n'avait même pas besoin de prendre un arrêté pour ça, puisque ça existe déjà. En fait, cet arrêté-là fait croire que le maire est en train de faire quelque chose contre cela. Or, il suffit simplement de dire à ceux qui traitent les demandes, n'autorisez plus. N'autorisez plus. On n'autorise plus qu'on occupe. Ou si on doit autoriser là, en fait, on peut dire, sur les axes, par exemple, bitumés, les grands axes, si quelqu'un demande, ne donnez pas. À l'intérieur, dans les 6 mètres, nous savons, vous avez parlé de la réalité. On peut donner, par exemple, dans les 6 mètres où on sait que ça n'a pas un très grand impact sur la circulation routière, on peut donner. Et puis, ces autorisations, quand on vous donne l'autorisation, vous payez. Moi, à la place du père, je serais heureux de recevoir 2000 demandes par jour. Moi, je serais heureux de recevoir parce que les gens payent les taxes pour faire la demande. Et je vais refuser 1999. Les gens continueront à demander, mais on refuse. Quand on refuse, la personne ne peut pas occuper. Donc, en réalité, c'est comme si le maire commençait à faire quelque chose. Si le maire veut vraiment lutter contre ça, parce que malgré cela, les gens ont sorti, il faut faire sortir la police municipale, il faut demander à ce qu'on réquisitionne les forces publiques, on va passer. Là où les gens occupent illégalement, on les arrête. Et s'il y a des demandes où on estime que c'est d'intérêt national ou bien c'est important... Mais justement, quand on regarde, on a l'impression que on veut être plus royaliste que le roi. Les populations sont contentes. Est-ce que les gens se plaignent pour ça? Les gens se plaignent. Est-ce que les gens se plaignent pour ça? En fait, ce que je suis en train de dire par rapport à l'arrêté n'avait pas lieu d'être pris. On n'a pas besoin parce que c'était déjà interdit. La loi est claire là-dessus. C'est pour la circulation routière. C'est-à-dire que si quelqu'un fait autre chose, ça aide la personne en infraction. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, le maire prenait un arrêté pour dire qu'il est interdit, par exemple, de stationner sur la voie publique. On n'a plus besoin, c'est interdit déjà. D'accord. Alors, Inoussa, est-ce qu'il n'y a pas la dimension sociologique qui est là et la dimension aussi de la loi qui est là? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre ces... Les gens pensent que c'est normal pour eux. Ils n'ont pas d'autre lieu où aller pour faire leur mariage dans les communautés et ça a un symbolisme de faire son mariage au quartier, de rassembler la communauté. Est-ce que ça, concrètement, il n'y a pas un problème à ce niveau, pas un conflit à ce niveau? Si, ça pose un problème de fond sérieux, mais ça laisse voir justement les politiques d'urbanisation qui sont faites de façon hasardeuse. Parce qu'en principe, dans les villes, quand on fait le lotissement, on prévoit dans chaque quartier, dans un endroit pour justement faire... voilà. Les espaces verts ont été vendus. Absolument. Donc c'est ça, j'ai dit, ça pose un problème sur les politiques d'urbanisation. Et ces zones-là, ces espaces verts-là, où les gens doivent se retrouver pour leur baptême, les prières, les mariages et autres, là, ont été vendus avec la complicité justement de ces hommes politiques. Mais cela dit, nous sommes dans un contexte où il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Moi, je n'ai pas vu une sensibilisation en amont avant de prendre cette décision. Elle tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Alors que, bon, les gens les plus touchés sont plus ou moins connus. Quand on prend, par exemple, les musulmans qui occupent certains espaces publics, entre les vendredis, entre 12h30 et 13h30, 1h, c'est connu. Pourquoi ne pas discuter avec ces communautés-là en aval? Pourquoi ne pas faire de la sensibilisation pour dire qu'on constate effectivement sur le terrain? Nous sommes dimanche aujourd'hui, mais en général, les samedis, tous les arrondissements de Ouagadougou, vous trouvez au moins 2 ou 3 voies qui sont bouchées. Parce qu'il y a des mariages. Donc je pense qu'il aurait fallu quand même faire une communication en aval pour discuter avec les populations, pour descendre sur le terrain, pour leur expliquer la nécessité de ne pas occuper les espaces publics de cette façon-là et trouver surtout des moyens. Même si on doit occuper, que ce soit sur 1 heure ou sur 2 heures, que ce soit bien encadré. Mais quand on sort comme ça un décret pour dire que c'est interdit désormais, alors qu'on n'a même pas la possibilité de le faire appliquer, c'était déjà interdit, voilà. Même si c'est un rappel. Et on a vu le cas des gros camions. Oui, des gros camions.
gros camion avec le décret de la mairie, mais ce n'est allé nulle part. On prend les textes, mais en quoi est-ce que ces textes valent quand il n'y a pas d'application? Donc, comme Paz l'a dit, ça donne l'impression qu'on travaille. On veut montrer que, alors qu'en réalité, rien n'est fait sur le terrain. Je trouvais un peu curieux, c'est que c'est une décision qui a été prise à l'issue d'une session extraordinaire du conseil municipal, lequel conseil a été mandaté par les populations pour donc gérer les affaires de la ville. C'est une délégation. Maintenant, j'ai l'impression qu'on pense que, moi, mon premier cours de droit, on m'a dit que la loi était l'expression de la volonté générale. Voilà. Si c'est l'expression de la volonté générale, ça veut dire qu'en principe, son application ne devrait pas poser problème. Bon, maintenant, il se trouve que nous sommes en déphasage total. C'est une question aussi de culture, de mœurs. Et je pense qu'en cela, pour le volet, en fait, baptême, mariage, finale et autres, là, ça pose un problème sérieux. Et je suis désolé, mais je pense que le maire n'aura pas les moyens de faire respecter. Donc, mais il peut faire interview, comme Paz l'a dit, intervenir les forces. Oui, mais vous savez, quand ça devient maintenant, vous savez, les rapports de force, c'est pas forcément, vous savez, il vaut mieux peut-être ne pas. À l'autorité. Oui, à l'autorité, mais parfois, quand ça dégénère, l'autorité peut perdre la force. C'est pas souhaitable. Il faut peut-être, ensemble avec les populations, les expliquer. La démarche pédagogique peut être effectivement de mise. Merci. Il faut signaler, non, je ne voulais pas finir. Je voulais signaler que très rapidement. Tous les espaces verts ne sont pas forcément vendus. Hein. Moi, je connais des espaces verts qui sont occupés. Attendez, qui sont occupés anarchiquement et sauvageement. Ces espaces sont occupés par des maquis. Oui, mais tout le monde sait, mais la mairie perçoit des taxes. D'accord. Alors, oui, maître, vous voulez dire quelque chose? Une précision, parce que Concevo a bien fait de rappeler que la loi est l'expression de la volonté générale, mais ici, ce n'est pas une loi, c'est un acte réglementaire. Bien sûr. Voilà, donc, c'est pas... un acte réglementaire n'est pas l'expression de la volonté générale. C'est un acte du gouvernement par rapport à un objectif précis, à un moment déterminé. Alors que la loi, n'est-ce pas, est prise de façon impersonnelle pour une durée plus... Oui, mais justement, maintenant, pour préciser... Ici, c'est l'action qui sera l'action qui va naître... Oui, mais maintenant, je vais préciser en disant que le maire a intérêt, effectivement, à appliquer cette loi-là, parce que ça va restructurer l'économie même de la commune. Pourquoi? Parce que, comment je vais dire là, les gens vont créer des salles pour ça, et ceux qui font des manifestations iront louer ces salles-là. Moi, j'ai un peu voyagé quand même si ce n'est pas beaucoup. Mais je peux vous dire qu'en Occident, je n'ai jamais vu ça. Mais ça ne se crée pas du jour au lendemain. Les réunions, maître, d'ici ici aussi, nous faisons quand il n'y avait pas de lotissement dans nos pays. Maître, d'ici qu'on aménage des salles, on n'est pas à moins d'ici une année pour le faire. Oui, mais au moins, il y a déjà des salles. On fait les mariages. Il y a déjà des salles. La maison du peuple est là. Il y a plein de salles qui existent déjà. L'espace Dieudonné est là. Il y a plein de salles qui existent déjà. Donc, au moins, ça va rentabiliser ces salles-là et ça va entraîner d'autres personnes à créer d'autres salles. Et puis, ça va restructurer notre économie. Il y a un aspect, je disais, sociologique qui existe. Par exemple, le mariage, c'est quelque chose qui est attachant aux familles. Alors, nous aussi, on a fait notre mariage dans la communauté. On a invité les autres qui sont venus, les vieilles personnes, etc. Est-ce que si vous venez à l'espace Dieudonné de je ne sais pas d'où, de Karapala, vous pouvez transporter tout le monde, les vieilles personnes, la communauté? C'est une question... Non, monsieur ça ne pose pas un vrai problème? C'est une question de restructuration de l'économie. C'est pour ça que je dis que ça va restructurer l'économie. Et ça va nous amener à une économie plus urbanisée. Rien n'empêche, vous avez des gens qui louent des bus pour transporter les gens. Moi, j'ai un parent qui s'est marié à Bobo-Dioulasso. Il a loué des bus pour aller jusqu'à Bobo-Dioulasso. Donc, si ce n'est pas d'un quartier à l'autre, qu'on ne peut pas louer des bus. Parce que déjà, très rapidement, si vous voyez qu'aujourd'hui, ça pose problème. Pendant longtemps, ça existait, hein, mais ça se faisait dans ce que nous appelons les rues, les 6 mètres. Mais aujourd'hui, on a commencé à voir ça même sur les boulevards. C'est ce qui a commencé à poser problème. Donc, parce qu'il y a le goudron sur le boulevard, il n'y a pas assez de poussière. Exactement. Donc voilà pourquoi, déjà, pour l'application, le maire pourrait commencer déjà par interdire strictement qu'on utilise donc nos grands axes, les voies bitumées, les boulevards, là, pour cela. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les tolérances administratives dans l'administration. Dans les 6 mètres, parce que c'est très facile d'éviter un 6 mètres pour aller reprendre. Ça ne pose pas grand problème. On peut toujours continuer à délivrer des autorisations. Je pense qu'ils payent 6 000 francs ou quelque chose comme ça. C'est de l'argent, au moins dans les 6 mètres. En attendant, mais tout cela est soumis à autorisation préalable. D'accord. Voilà. Merci. On termine avec le Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko. On va rappeler justement qu'Ousmane Sonko a été candidat à la présidentielle. Il est venu avec un peu plus de 10%, 15%. Et donc, et puis avec le ralliement de Idrissa Seck, c'est cela. Il est en fait la figure de proue de l'opposition désormais. Et il est accusé donc de viol et de viol, des menaces de mort sur la personne d'une jeune dame masseuse d'ailleurs. Donc il a donc
disons, faire un passage dans un cabinet de massage pour des victimes, massage thérapeutique conseillé par ses conseils médicaux, son médecin, alors pour des douleurs lombaires. Alors ça a mal tourné aujourd'hui, ça prend une tournure politique parce que plainte pour laquelle il a déféré, mais par la suite, il y a eu des troubles et tout ça. Maître, comment on peut nous expliquer un peu ce qui arrive au Sénégal? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a eu par le passé, les embastillements, toute la politique de répression de Macky Sall contre son opposition, Karim Wade, Khalifa Sall, est-ce que c'est tout ça aujourd'hui qui a sauté comme un couvercle? Un peu de tout ça, oui. Mais pour revenir à ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko là, bon, moi je ne sais pas, hein, parce que bon, il faut dire que la jeune fille, elle est belle. Ouais, moi j'ai vu sa photo, elle est belle. Et on m'a dit que c'est pour des massages. Je pense qu'il y a des kinésithérapeutes qui peuvent masser des gens. Il y a des gens qui sont formés médicalement pour ça. Pourquoi aller se faire masser dans un salon de massage? On n'a pas donné les compétences techniques de la jeune dame. Ouais. C'est un cabinet. Sa patronne confirme qu'elle le fait souvent. Voilà, oui, je sais. Oui, je sais. Mais vous savez, il y a des kinésithérapeutes un peu partout. Hein. Donc, même ici, au tribunal, on a jugé des cas comme ça il n'y a pas longtemps. Hein. Des masseuses aux 1200 logements, etc. Est-ce que vous avez vu? Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, pour faire ça. Il y a dans les cliniques, même les hôpitaux, etc. Mais, donc, moi, je me demande pourquoi lui, il part, n'est-ce pas, dans un cabinet, n'est-ce pas? Cela étant, il faut dire que, j'ai eu à le dire ici, que les populations maintenant, comme Younoussa aussi l'a souligné, n'attendent pas que quoi que ce soit pour se mettre dans la rue. Et chose là, ce qui se passe au Sénégal, c'est exactement ce qui s'est passé ici au Burkina Faso en 2014. C'est-à-dire, quand vous gagnez les élections par la corruption, vous avez des gens, des adhérents, mais vous ne les possédez pas. Ici, on a analysé, n'est-ce pas, le résultat des dernières élections ici. On a vu que tout le monde avait usé de corruption. Quand vous usez de corruption pour avoir des voix, vous gagnez, ça c'est vrai, mais vous ne possédez pas les gens. Les vrais problèmes restent. Et souvent, ce sont des éléments déclenchants comme ça qui déclenchent les vrais problèmes. Et si vous remarquez, tous ceux qui sont dans la rue au Sénégal, c'est quoi? C'est les populations urbanisées et semi-urbanisées. Donc, ceux qui ont les moyens, les facultés pour un peu appréhender la gestion de l'État. Donc, ce sont ces déçus-là, qui peut-être même n'ont pas voté. Hein, parce que nous avons vu ici que très souvent même, la jeunesse urbanisée ne vote pas. Donc, ce sont les campagnes qui votent facilement. Et c'est à eux, n'est-ce pas, qu'on peut facilement donner un sac de riz, un sac de mil pour qu'ils votent pour nous. Donc, la jeunesse silencieuse qui, sans doute, n'avait pas beaucoup voté, mais qui est un peu consciente de ses responsabilités, qui prend la rue. Alors, Évariste Konsebo, comment on peut faire le lien entre une affaire banale, donc judiciaire, et ce déclenchement de cette violence qui prend une allure purement politique? Est-ce que on soupçonne, comme cela se dit, on soupçonne Macky Sall de vouloir donc éliminer politiquement, liquider politiquement Sonko et puis pouvoir certainement avoir un projet de troisième mandat? Est-ce que c'est peut-être cela? Ce qui est sûr, je ne pense pas qu'il y a eu une révolte spontanée. Moi, je ne crois pas du tout à ça, parce que forcément, je pense qu'il y a eu il y a des mains occultes quelque part qui ont dû actionner, instrumentaliser les populations sur justement des bases légitimes, hein, parce que dans des pays comme ça, tout le monde en a contre l'État, comme on l'a dit, l'État n'existe pas. Donc il suffit d'un rien, et si vous avez des gens très intelligents qui organisent, contrairement à ce que les gens pensent ici en 2014, ce n'est pas un truc spontané, hein, bien sûr, à part la suite, dans ce domaine-là, n'est pas la question. Mais effectivement, pour revenir au contexte sénégalais, n'oubliez pas vraiment, quand on regarde tous les hauts faits de guerre de M. Sall, les embastillements, les arrestations, jusqu'à ce que monsieur, le dernier, c'est Idrissa Seck, brillant, et soit obligé, contraint de transhumer pour survivre. Bon, ça veut dire que quelque part, la coupe était quelque part pleine. C'est l'autoritarisme qui... C'est l'arbitraire, c'est l'arbitraire. Donc, tout ça, vous avez créé vous-même les ingrédients, les conditions étaient là. Le brasier était là, il suffisait juste de jeter le brindille d'allumette et puis ça prend. C'est ça, en fait. Mais de là à soupçonner un troisième mandat, mais si c'était le cas, je pense que la réponse, la réaction qu'il a vue, va certainement le dissuader. Le décourager. Alors, Paz? Une affaire banale, comme Lukman le dit, mais souvenez-vous que ce sont des affaires banales qui constituent très souvent la goutte d'eau qui fait donc déborder le vase. Au Soudan, c'était une affaire de pain, des miches de pain. Exactement. Et en puis, réalité, en Tunisie, c'était Bouazizi qui s'est immolé, ainsi de suite. Je pense que dans cette affaire, si les pouvoirs publics ne s'étaient pas impliqués, on n'en serait pas là. Déjà,
Lorsque la jeune dame va porter plainte, le même jour, le domicile de Ousmane Sonko est assiégé. Déjà, ça voudrait dire quelque chose, qu'il y avait quelque chose de préparé. Sinon, on laisse la justice gérer l'affaire dans le temps de la justice, bien sûr en garantissant les intérêts des partis. Ousmane Sonko est député, donc il bénéficiait donc d'immunité parlementaire. Qui a été levée également. Justement. On dit aussi des façons... Avec quelle vitesse on se pose ces questions. Donc déjà, une dame qui va porter plainte, même quand on porte plainte contre qui il y a la présomption d'innocence, le même jour, il y a une présence, on va dire, policière, vraiment de haut niveau au domicile du monsieur. Ça veut dire qu'on présume déjà qu'il est coupable. Ça n'a pas été actionné déjà par la justice. C'est le parquet qui commence. Les instructions, à un moment donné, il y a des PV de la police judiciaire qui fuitent, où on dit non, en fait, on va beaucoup plus vers un complot. On arrête la procédure, on envoie un juge d'instruction, et rapidement, en 11 jours, je pense, son immunité parlementaire est levée, et on lui envoie une convocation. Il veut déférer donc à cette convocation, on l'arrête, on le met en garde à vue pour trouver l'ordre. Je pense que quand on regarde cela, et qu'est-ce qui fait qu'on a un droit de douter? On se rappelle de ce qui s'est passé avec Khalifa Sall. On se rappelle de ce qui s'est passé avec le fils de Wade, Karim Wade, qui était donc, on va dire, les principaux challengers du gars. Il y a celui qui est arrivé deuxième à l'élection passée, M. Seck, qui a rejoint donc la majorité. On est clair que celui qui est constitué le principal challenger du président, à qui on attribue des velléités du troisième mandat, parce que cela a commencé il y a longtemps, c'est évident qu'il allait travailler à éliminer tous ceux qui sont à côté de lui. On ne parle pas des tensions qu'il y a eu entre ces deux, puisque Khalifa Sall était un fonctionnaire, un fiscaliste. Sonko. Oui, Sonko plutôt. Ousmane Sonko était fonctionnaire. Il a quitté la fonction publique dans quelles conditions? Donc tout cela, je pense qu'aujourd'hui, M. Sonko reflète les aspirations de la jeunesse, la foule, l'ambition. Merci. Donc c'est normal. Alors, Inoussa, on voit qu'il y a eu des pillages. Les manifestants sont pris aux intérêts français notamment, qui ont été saccagés des supermarchés, en tout cas des intérêts français. Et puis bon, aussi on a vu l'incendie du domicile de l'avocat de la jeune dame en question qui a porté plainte. En tout cas, un ensemble de violences qu'on a vu au Sénégal. Est-ce que ça aussi, ça se justifie? Est-ce qu'on doit passer à ce cap-là de la justice? Aujourd'hui, le Sénégal est méconnaissable. Oui, c'est la preuve que ce n'est pas seulement l'affaire Sonko qui est ici posée comme problème. En 2011, on a eu pratiquement les mêmes cas au Burkina ici, avec les mutineries. Tout est parti justement d'une affaire de femmes. De Go, il y avait un militaire et quelqu'un, et ensuite ils ont attaqué le palais de justice. Et puis après, ça a créé tous les problèmes qu'on a connus. Et donc, le Sénégal aussi, c'est pareil. C'est une goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, en fait. Donc, c'est un ensemble de problèmes liés même à la réalité de la démocratie. La démocratie sénégalaise a été longtemps chantée. C'est un pays certes stable, mais il y a en dessous beaucoup de problèmes qui sont posés parce que il y a la prégnance du clergé, notamment musulman. Il y a un ensemble de réalités sociales qui font que les populations elles-mêmes n'arrivent pas à s'exprimer de façon claire. Et en plus de ça, les velléités de modification de la Constitution, comme Paz l'a rappelé, et d'autres injustices sociales vécues et subies qui font que finalement ça explose. Et donc quand on voit des maisons qu'on brûle, quand on voit des magasins pillés, des banques attaquées, etc., c'est la preuve qu'effectivement l'affaire Sonko n'est que le paravent d'une crise au Sénégal qui est en train de bouillonner au fond et qu'il faut rapidement circonscrire pour ne pas en arriver à la situation que le Burkina a connue. C'est peut-être c'est un peu chose. Est-ce que Macky Sall n'est pas victime aussi du fait d'être d'une certaine ethnie minorité, parce qu'on dit de lui qu'il est tout couleur, et pendant toutes ces crises qui sont passées, chaque fois on lui a rappelé le fait qu'il n'était pas digne, et le président Wade a eu à le dire, qu'il avait acheté la famille, sa famille avait acheté sa famille, et qu'il n'était pas digne, n'était pas noble, etc. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un fond aujourd'hui? Non, si c'était le cas, je crois qu'il ne serait jamais président. Je ne crois pas. Il n'aurait jamais été élu. Voilà. Et vous savez, en Syrie, par exemple, au début, on avait dit que oui, il y a ça, chose-là. Assad. Non, son fils, là, Bachar. Assad était un alawite, qu'il appartient à une ethnie minoritaire, tout, et que donc il ne va pas résister, etc. Mais vous avez vu que les Syriens ont fait masse de ça pour voir où se trouvaient leurs intérêts. Mais est-ce que souvent les élections aussi ne reflètent pas la volonté? Non, même si ça ne reflète pas, à partir de la gouvernance, tu peux acquérir une légitimité. Est-ce que vous avez vu? On a vu même des rois
qui n'étaient pas, même si vous prenez l'histoire de l'Angleterre, les Allemands même ont régné en Angleterre, ont eu, n'est-ce pas, le chose, la légitimité. Et ce que je voudrais dire, c'est que profitant de cela, vous avez vu qu'avec DSK, la même chose s'est passée. Tout à fait. Ça veut dire que quand vous avez une certaine stature, il faut savoir se comporter aussi. C'est ce que je voulais dire. Ok, on va prendre notre premier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, et qui voudrait, lui, s'intéresser au thème de la majorité de l'opposition, la configuration majorité-opposition que nous avons actuellement. Monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je voulais intervenir par rapport à la conférence de presse qu'avait donnée M. Chino Diabré. D'accord, allez-y alors. Ok. C'est vrai, comme l'a souligné M. je crois que c'est bien M. Youssa. Allô? Oui, allez-y. Voilà, il y a eu des évolutions, effectivement, dans les propos de M. Diabré. On a un petit souci. Est-ce que vous pouvez... Allô? Vous avez un appareil allumé à côté. Il faut vous éloigner petit. Ça peut aller? Voilà, allez-y maintenant. Ok. Voilà, je disais, au regard de l'évolution de sa position, en tout cas, nous l'encourageons, parce qu'effectivement, on note qu'il y a des cas où il faut véritablement de la justice. Bon, d'autres cas, effectivement, on pourrait peut-être se pencher à la justice traditionnelle ou traditionnelle. Donc, tel que ça a été tiré, on pense que, il va pouvoir mesurer, on a pouvoir faire ce sens. Mais ce que je voulais ajouter, il y a un élément qu'il a évoqué qui m'a beaucoup intéressé, c'est par rapport à la négociation avec le terrorisme. J'ai aimé sa position, il a réaffirmé la position du gouvernement qui est intervenu récemment au Conseil des ministres. Il n'y a pas de négociation avec les terroristes et que ce qui a été fait sur l'initiative militaire, en tout cas, je dirais que M. Ngani n'est pas à une victoire, parce qu'il fallait attendre la position du gouvernement avant de créer. Monsieur Ouedraogo, nous, on a parlé du sujet ici, le journaliste, le journal même, jusque-là, n'a pas reçu un droit de réponse du gouvernement. Donc ça, c'est vraiment un discours officiel, mais est-ce que les éléments qui ont été donnés par le journal ont été remis en cause jusqu'à aujourd'hui? Comme je l'ai dit, parce que moi j'attendais à ce que le gouvernement s'exprime officiellement, dise que non, il ne négocie pas, ça me va droit au cœur, je sais qu'il ne négocie pas. Maintenant, que ça soit qu'il y ait des initiatives communautaires, pour la paix, ça, je n'ai rien à dire sur ça, mais le fait que le gouvernement dise qu'il ne négocie pas, c'est ça qui m'intéresse plus, parce qu'il y a plus, pour moi, il y a plus d'inconvénients à négocier qu'à ne pas négocier. Merci et bonne journée. Merci à vous. Oui, Insa. Bien sûr, sur les propos de M. Ouedraogo qui se dit satisfait que le gouvernement ait dit qu'il ne négocie pas, alors que ce que le journal L'événement a publié n'a pas été remis en cause nulle part. Et il est question de négociation communautaire, d'initiative communautaire de négociation, mais là, la négociation publiée ou donc révélée par le journal n'est pas une question de négociation communautaire, mais bien sûr une négociation au sommet. Bon, ça, ce sont des questions d'État. Je pense que le gouvernement dit clairement qu'ils ne sont pas en train de négocier avec les terroristes. Maintenant, sur la question de la libération des prisonniers, ça, c'est toute autre chose. Est-ce qu'il faut lier forcément les deux? Je ne sais pas. Mais il appartient justement au gouvernement de nous dire clairement si la libération des prisonniers là rentre dans le cadre de la discussion au niveau communautaire que certaines structures comme la coalition JAM est en train d'entreprendre comme démarche. Je ne sais pas s'il y a un lien, c'est ce qui explique la libération des prisonniers, je ne sais pas, mais il appartient au gouvernement de le faire. Mais je voulais revenir sur la question du Sénégal là. Très rapidement, parce qu'on a quelqu'un en ligne. Okay. Ou alors on laisse, il y a un autre qui va en parler. Alors monsieur Ouedraogo, Charles, nous appelle de Kaya, c'est ça? Sawadogo Charles, oui, d'accord. Vous appelez de Kaya. Vous voulez également revenir sur la sortie de M. Diabré? Je voulais revenir sur la sortie de Diabré. D'accord. Allez-y. Le début abord est très agréable à écouter.
mais il y a quand on parle de réconciliation, on sent que c'est une réconciliation entre Ouattara et là-bas. Nous qui sommes dans les provinces, on sent une différence entre le bas peuple, comme on a l'habitude de dire, et ceux qui sont les élites. Donc, je me dis que l'intervention de M. Ahmed Tambera et de Moussa Ouattara, qui dit qu'il faut une distribution des richesses qui serait la base de la réconciliation, ça vraiment, je suis d'accord avec eux. Il faut ça obligatoirement. Sinon, imaginez des gens qui sont au village, qui ne peuvent même pas avoir une bonne nourriture pour manger, pendant que les gens circulent avec des polices et des forces qui ont beaucoup, et vous voulez la réconciliation nationale dans quel pays? Donc, je pense que c'est un peu compliqué. Monsieur Sawadowo, oui. Juste pour dire que M. Diabré a expliqué que dans le processus, il aura des forats au plan, donc ils sont en train de voir quelle échelle, s'il faut aller jusqu'au niveau des communes, au niveau des provinces, au niveau des régions, pour impliquer toute la population nationale dans le cadre de la mise en place donc, de cette... Maintenant, ce que vous dites, je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'une réconciliation peut permettre que tout le monde mange à sa faim? Oui, bien sûr que c'est possible, on essaie d'appliquer une politique, c'est une unité d'État. Pour faire la distribution illégale des richesses, il faut vouloir arriver. Sinon, comme ça, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, maintenant, si vous voulez terminer avec l'affaire Ousmane Sonko. Non, ici, on prend un seul thème et puis on avance. Merci. Ouais. Je pense qu'il dit qu'il vient de Kaya. Il appelle de Kaya, bien sûr. Quand il dit qu'il ne voit pas le lien entre le travail que M. Diabré est en train de faire, notamment dans le volet sécurité, terrorisme, il y a beaucoup de déplacés à Kaya. Nous-mêmes, nous avons fait une manifestation à Kaya et nous avons même fait un don. C'est ça. Donc, ça, c'est. Et Yilgou, c'est Kaya. Ça, c'est concret, ça. Il ne peut pas dire qu'il ne voit pas. Yilgou, c'est d'ailleurs. Il nous a d'accord. Oui, en fait, je crois que sur la question des grosses caisses et autres, là, il faut dire que quand on l'évoque, on n'est pas contre ceux qui achètent de grosses caisses, parce que beaucoup le font de façon honnête. Voilà. Il est question ici surtout des crimes économiques qui n'ont pas été suffisamment abordés par le ministre des Finances Diabré. Alors que ça, c'est autant plus dangereux, les crimes économiques, que les crimes de sang. Parce que quand un homme politique vient à détourner 200 millions, 300, 500, qui est destiné à construire des hôpitaux qui vont justement... Mais est-ce que ça, on a besoin, pour les crimes économiques, on a besoin d'une question de réconciliation? Mais dans le débat sur la réconciliation nationale... Ce n'est pas la justice de réprimer, on a le conseil, la SEE, par exemple, qui est là, qui fait des études. Est-ce que la Cour des comptes, il n'y a pas tellement... Oui, il y a des institutions qui sont chargées de le faire, mais est-ce qu'ils le font? Quand je pose ce problème, je pose la question de l'impunité. Parce qu'il y a des gens qui se sont enrichis dans ce pays de façon extraordinaire, du jour au lendemain, en pillant les ressources de ce pays. C'est de ça qu'on parle. Sinon, bien entendu, tout le monde est libre de travailler et de vivre dans la soirée de son Maître Évariste dit une chose, Maître aussi complète. J'entends les uns les autres intervenir, mais c'est vrai qu'avec le temps, on va donner un contenu à ce concept de réconciliation. Parce que pour moi, la réconciliation en fait... Quand il dit qu'on va donner un contenu, il parle de qui? Je veux comprendre. Non. Je n'ai pas bien cité... sûr que l'opinion va donner une... Vous vous sentez indexé? Non, j'ai l'impression qu'il parle de la réconciliation, il parle de lui. Je peux continuer. Il parle des Burkinabés, en fait. Je sais pas. Nous allons... un problème. Je crois qu'il parle des Burkinabés. Je pense qu'il a des impressions. Voilà, en fait, parce que pour moi, c'est un mécanisme politique, comme je l'ai dit, qui part du constat que les institutions actuelles, tout ce qui existe là, ne peut pas prendre en charge un certain nombre de problématiques. Donc, on s'arrête et on définit d'autres mécanismes pour continuer. Donc, par exemple, les cas de crimes économiques, s'il avéré quelqu'un a volé de l'argent ou quoi, il y a des organes de l'État qui peuvent s'en charger. Alors, Maître, avant qu'on prenne nos données... Oui, moi, je pense que Zéphirine Diabré va prendre note de ce qu'on a dit ici, à savoir que la redistribution des richesses, l'équité sociale, etc., faut contribuer à la cohésion sociale et donc à la réconciliation nationale. C'est là le vrai débat. Maintenant, quant à dire qu'on ne négocie pas avec les terroristes, vous savez que c'est ma position depuis longtemps. Cela dit, le gouvernement est libre de négocier, mais ce serait un acte de défaillance, un désaveu de sa part. Parce que pour moi, on ne négocie pas avec le terrorisme, on les combat. Voilà. D'accord. On prend notre dernier téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui, lui, vient sur le cas sénégalais. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est juste pour dire que je suis de tout cœur avec la jeunesse sénégalaise qui a enfin décidé de prendre son destin en main. Parce que pour moi, Macky Sall est un dictateur qui utilise les moyens de l'État pour pouvoir éliminer ses adversaires politiques. Et ça ne pourrait pas durer indéfiniment. Monsieur Lamoussa,
Avant que vous ne continuiez, quand vous dites Macky Sall est un dictateur, vous liez Macky Sall à ce problème ou est-ce que c'est le peuple qui fait sa lecture et qui apprécie, qui sort? Est-ce que Macky Sall est cité quelque part dans cette affaire? En quoi il est concerné? C'est parce qu'il n'est pas cité, mais quand vous regardez comment la situation évolue, vous savez très bien que c'est des purement politiques ce qui est arrivé à l'opposant. Vous savez très bien que c'est des gens qui utilisent la justice pour éliminer leurs adversaires politiques. Maintenant, pourquoi j'ai félicité le peuple enfin, c'est parce que le peuple a fait, ça veut dire sa lecture de la situation pour comprendre qu'il faut arriver avec ce régime. Sinon, il y a une dictature qui est en train de s'installer. Parce que quand vous avez dit, depuis que Macky Sall est au pouvoir, chaque fois c'est la même situation qui se présente. Si quelqu'un est père politiquement, il finit par avoir des problèmes au niveau de la justice et on le met à l'extérieur et lui il est seul. Et ça ne peut pas durer comme ça. Alors qu'il ne peut même pas, pour moi, il ne peut pas avancer le pays. D'accord. Il fait seulement que ses propres intérêts. Et c'est pour ça que je salue le peuple, même si son nom n'est pas cité, si on est intelligent pour faire la lecture, on voit très bien qui il est. D'accord. Merci, monsieur François Lamoussa. Oui, non, pour terminer, je voudrais dire que, je voudrais dire, n'est-ce pas, que c'est vrai, on gagnerait, n'est-ce pas, à avoir de l'éthique en politique. Pourquoi tout ce problème-là est arrivé? Parce que Sonko n'a pas été tout à fait non plus exemplaire, comme je viens de le dire. Il y avait des endroits où il pouvait aller se faire masser. Je vais vous dire une chose là. Nelson Mandela a mené sa lutte, je vais vous dire que dans le régime de l'apartheid, si Mandela était simplement fumeur de cigarettes, on l'aurait accusé de drogue et on l'aurait exécuté. Parce qu'on n'a rien trouvé aux États-Unis. C'est parce qu'on n'a rien trouvé d'autre contre lui. Avec sa secrétaire, non? Oui, mais vous avez vu ce qu'il a subi aussi. C'est pour vous dire que l'exemplarité à un certain moment donné, à un certain niveau de responsabilité, vous protège. Merci, Maître Apollinaire Kyelem. C'est sur ces mots qu'on va terminer cette émission. Nous sommes déjà donc au terme, bien sûr. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont appelé également pour donner leur point de vue. Merci à mes invités. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.